Alors, bonjour à tous, on va attendre que tout le monde se connecte pour pouvoir commencer ce webinaire que vous pourrez évidemment retrouver en replay juste après sur le site internet et par mail. Ok, on va juste attendre encore juste quelques minutes que tout le monde finisse de se connecter et puis on pourra démarrer tranquillement. Allez, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Il y a déjà pas mal de monde. Alors, merci à tous de vous être connectés. Comme je disais juste avant, aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre d'un webinaire EPSA Summit qui sera axé sur le financement de projets. Donc, avec Anne-Laure, on va se présenter rapidement et puis on va pouvoir entamer le webinaire. On vous présentera le sommaire et puis on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, je t'en prie, vas-y. Donc, enchantée à tous, Anne-Laure Durand, consultante en financement de projet, avec une spécialité en innovation. Et donc, pour ma part, Anaïs Baudelet, consultante en financement de projet chez EPSA, plutôt spécialisée sur la décarbonation industrielle et l'industrie au sens large. Donc, aujourd'hui, tu peux revenir juste avant. Merci. Le sujet du webinaire du jour, donc, c'est comment accélérer vos projets innovants, industriels et innovants. On va aller un petit peu dans le détail de la méthodologie, comment structurer un projet, comment construire une stratégie gagnante sur les financements publics et comment avoir de l'impact sur les candidatures. Alors, par quoi ça va passer? Tout d'abord, on va revenir un petit peu sur la présentation du groupe EPSA pour ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà, sur qui sommes-nous, quelles expertises on peut adresser. Ensuite, on ira un petit peu plus dans le focus et Anne-Laure vous présentera comment structurer un projet solide, un projet qui soit industriel, un projet de R&D, voilà, toute typologie de projet, où on verra comment définir des objectifs clairs et mesurables dès la conception du projet. Dans un second temps, on verra comment identifier les bons dispositifs de financement public. Voilà, quels sont les dispositifs nationaux, régionaux et comment on construit une stratégie alignée de candidature pour les différents soutiens publics. Ensuite, on verra un petit peu plus en détail comment on met en œuvre et comment on pilote le projet en passant de l'industrialisation jusqu'à le pilotage de la mise en œuvre des retombées industrielles. Et enfin, on verra quelques projets accompagnés par EPSA et notre méthodologie de travail. Alors, pour revenir un petit peu sur le groupe EPSA, qui sommes-nous? Alors, on est un groupe européen qui est spécialisé sur la performance opérationnelle des entreprises sur différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, on est présent globalement dans tout le monde, avec principalement en Europe. On est plus de 5000 collaborateurs. Aujourd'hui, on fait plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires net et on a un portefeuille client actif de plus de 16 000 clients, donc de toute taille, hein, groupe, PME, start-up, etc. et de tout secteur d'activité.
Ensuite, plutôt sur la verticale EPSA Innovation, dont Anne-Laure et moi faisons partie sur le financement de projet. Voilà quelques détails. On est un acteur incontournable du financement de projets d'investissement et d'innovation. On opère sur tous les secteurs d'activité, en passant de l'IT, aéronautique, automobile, chimie, matériaux, santé, environnement, voilà, industrie dans sa globalité. On est plus de 500 collaborateurs sur la verticale EPSA Innovation. Et au niveau de la couverture géographique, on est présent sur quasiment toute la France avec 10 bureaux. Et au niveau de la couverture mondiale, on est présent sur 9 pays. Un petit peu plus en termes de chiffres, on a un taux de validation des dossiers de subvention de l'ordre de 80%, qui est un très, très bon taux de réussite. Et tous les ans, on accompagne 500 nouvelles entreprises dans la recherche de soutien public, avec une majorité de parties industrielles. 70% des nouvelles entreprises qu'on accompagne sont des industriels. Et tous les ans, on obtient pour le compte de nos clients plus de 100 millions d'euros d'aide. Ensuite, si on rentre un petit peu plus dans le détail des financements publics, en fait, qu'est-ce que ça veut dire et surtout pour quel projet, en fait, on va chercher les financements publics? Il y a quatre, voire trois grandes catégories de projets qu'on a l'habitude d'accompagner et pour lesquels on va chercher des fonds publics. Donc, la première typologie de projets, ce sont les projets de compétitivité au sens large, hein, augmentation capacitaire des usines, voilà, passage à l'industrie 4.0 avec des dépenses en automatisation, etc. Augmentation de la compétitivité, de la productivité, de la souveraineté française avec la relocalisation de production. Voilà, grosso modo, tout ce qui va être sur l'augmentation capacitaire et l'augmentation de la compétitivité de votre usine. Deuxième verticale de projets sur lesquels on peut intervenir, ce sont les projets d'innovation. Pareil, innovation au sens large, ça peut être de l'innovation de process, innovation produit, innovation incrémentale ou de rupture sur des nouvelles technologies, etc. Et on accompagne des projets, soit sur des projets seuls, et aussi des projets en consortium d'entreprises, donc plusieurs entreprises qui se mettent ensemble pour développer des projets. Et enfin, la troisième grande verticale de projets qu'on accompagne, on peut combiner la 3 et la 4 en fait sous le même nom, les projets de transition environnementale. Là-dedans, pareil, définition assez large. Ce sont tous les projets qui ont affaire à l'efficacité énergétique, la décarbonation industrielle avec changement d'énergie, changement de mix matière, la récupération de chaleur fatale et de froid sur les process, les projets de géothermie biomasse et sur la phase économie circulaire avec les projets de recyclage, réemploi des déchets et tous les projets d'éco-conception. Ensuite, sur le panorama des financeurs, donc qui permet de financer et d'octroyer des subventions aux entreprises, on peut les séparer en deux grandes catégories d'aides. D'abord, il y a les aides nationales et puis il y a les aides locales. Donc, dans les aides nationales, comment elles sont divisées? Vous avez sûrement déjà entendu parler du grand programme de financement français France 2030. Donc, ce programme, il est doté de 34 milliards d'euros sur 5 ans et il a pour objectif de développer la compétitivité industrielle dans les secteurs stratégiques de la France pour renforcer la souveraineté, tout simplement. Et les grands opérateurs de l'État qui sont en capacité de déployer des fonds pour les entreprises, ce sont globalement la BPI, donc la Banque publique d'investissement, l'ADEME et France Agrimaire. Ensuite, dans les autres aides de l'État, il y a les aides permanentes de l'ADEME, qui est l'Agence de la transition environnementale, qui va venir globalement financer les projets de décarbonation de tout type, au travers plusieurs fonds. Donc, les plus grands fonds sont évidemment le fonds chaleur. Ce fonds-là permet de financer des projets de récupération de chaleur, géothermie, biomasse, comme on le disait juste avant, et le fonds économie circulaire pour tous les projets de recyclage matière plastique, matière déchets, éco-conception. Et enfin, la troisième grande catégorie d'aides nationales, ce sont les aides des agences de l'eau. Donc, les agences de l'eau, il y en a 12 en France.
Et ces agences vont permettre de financer des études et des projets d'investissement sur des projets d'économie d'eau pour les industriels, de réduction des pollutions au travers de STEP ou toute autre technologie. En ce qui concerne les aides locales, ici, on va plutôt être sur les aides régionales, avec d'une part les fonds régionaux et les fonds européens. Sur les fonds régionaux, en fait, chaque région, selon les politiques, vont venir plutôt financer soit le développement industriel, plutôt la performance environnementale des industries, ou plutôt les projets d'innovation. Et enfin, les fonds européens, qui sont, eux, régionalisés, vont venir financer plusieurs types de projets. Donc, tout d'abord, vous avez sûrement déjà entendu parler du FEDER pour venir financer la compétitivité, le FEADER pour les projets d'agroalimentaire et agriculture, et le FEAMPA pour les projets de pêche et aquaculture, etc. Donc, globalement, ce sont les grandes aides locales. Et un petit peu plus de manière marginale, certaines communautés de communes permettent l'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise, mais ça reste de manière marginale. Avant même de parler de financement de projet, on va parler d'un autre élément central qui est la structure d'un projet. Définir les objectifs clairs et mesurables dès la conception du projet. Souvent, on se lance dans un projet avec une idée forte, sans forcément un cadre précis. Or, poser le cadre dès le départ, c'est offrir à son projet des fondations solides. Et si elles sont solides, tout le reste peut s'élever sans risque. Quand on parle de cadrer son projet, ça consiste à clarifier le besoin et les objectifs pour que tout le monde ait le même langage, chiffrer les résultats attendus pour donner de la visibilité à la valeur créée, structurer les étapes, livrables, jalons, ressources, gouvernance, pour montrer la faisabilité du projet, identifier les risques et les incertitudes pour anticiper tous les éventuels problèmes, mettre en place des indicateurs qui vont permettre de mesurer et suivre ces progrès. Tout l'enjeu va donc consister à garantir une cohérence entre ambition et moyens pour démontrer la faisabilité et convaincre partenaires et financeurs. On vous a mis une frise chronologique d'un projet. Il y aura donc une première étape, l'idée, puis le cadrage, puis la structuration du projet, puis la mise en œuvre du projet avec des tests, et enfin le déploiement et l'industrialisation. Pour qu'un projet soit solide, il doit reposer sur trois leviers importants, complémentaires, qui s'articulent comme des engrenages d'une machine. Il y a d'abord la vision stratégique, le pourquoi, quelle finalité. C'est ici qu'on va donner du sens au projet. Et cette vision, elle doit être reliée à la stratégie de l'entreprise, mais également aux enjeux collectifs. Ça peut être la transition, la souveraineté ou la performance. Ensuite, il y a le plan d'exécution réaliste. Le comment, avec qui, quand. C'est ici qu'on va donner la preuve que la vision peut devenir réalité, avec un plan d'exécution clair et maîtrisé. Et enfin, on a les objectifs mesurables. Le quoi, quel résultat, quel indicateur. Ces objectifs vont permettre de transformer la vision en résultats concrets et démontrables. C'est donc sur ce triangle du pourquoi, comment et quoi, c'est ici qu'on va avoir le cœur de solidité d'un projet. Et si un de ces éléments manque ou tombe dans le vide, le projet va perdre en crédibilité et cohérence. Ici, on a un exemple assez concret pour que ça soit plus simple pour vous de voir comment mesurer ces trois piliers, vision, plan d'exécution et objectif. Donc, vous êtes une entreprise industrielle française et vous souhaitez investir dans une nouvelle ligne de production innovante, automatisée et vertueuse pour développer de nouveaux produits à coût maîtrisé face aux importations étrangères. On va donc voir ensemble quelle est la vision, quel est le plan d'exécution réaliste et quels sont les objectifs mesurables. Merci Anne-Laure. Donc, au travers de cet exemple, on va pouvoir revoir le triangle de solidité du projet en répondant à toutes les questions. Donc, d'abord, si on répond à la question pourquoi, donc quelle est la vision stratégique de cet exemple, donc
investir dans une nouvelle ligne de production innovante, automatisée et vertueuse. Quelle est la vision? C'est la compétitivité de votre entreprise, la diversification de vos productions, une augmentation de la productivité et de la souveraineté industrielle, et avec la ligne vertueuse, une optimisation de l'empreinte carbone de votre site industriel. OK, donc première étape, OK. Deuxième étape, comment? Donc, quel plan d'exécution réaliste on met en place? D'abord, on investit dans la ligne de production. En même temps ou juste après, on installe l'équipement bas carbone. Et juste après, on est en capacité de former les équipes et de les faire monter en compétences. Voilà la frise chronologique du plan d'exécution réaliste. Donc, on a répondu à la question « Comment ?» Enfin, quels sont les objectifs mesurables de ce projet? Une fois que j'ai ma vision et que j'ai mon plan d'exécution, donc on répond à la question « Quoi ?» D'abord, on prévoit plus 30% de capacité de production à horizon 3 ans. On prévoit plus 20% de chiffre d'affaires à horizon 3 ans. On prévoit, grâce à cette ligne, moins 10% d'utilisation de matières premières, donc ce qui répond à la vision optimisation de l'empreinte carbone. Et enfin, on prévoit le recrutement de 2 nouveaux collaborateurs. Ici, on a nos 4 objectifs qui répondent à l'impact économique et souverain, à l'impact environnemental et à l'impact sociétal. Maintenant que le projet est structuré, on va passer à l'impact et à montrer la valeur du projet. On va donc sortir du discours déclaratif, du discours d'intention, et on va aller vers du concret, du mesurable, du tangible. Il s'agit de montrer de manière objective les retombées positives d'un projet. Sur 3 axes, l'impact économique, l'impact social et l'impact environnemental. Et il faut avoir une vision assez large. Il ne faut pas se restreindre à l'entreprise, mais il faut voir l'impact sur la collectivité, le territoire et même une filière. Quand on parle d'impact économique, on va parler de création, de sauvegarde d'emplois, on va parler de relocalisation de production, et on va parler également de contribution à la performance économique du territoire ou d'une filière, que ce soit les filières chimie, du médicament, etc. Quand on parle d'impact social, on va de nouveau parler d'emploi, de contribution à l'emploi local pour l'entreprise, mais également pour d'autres entreprises autour. On va parler de montée en compétences des collaborateurs avec des formations à plus forte valeur ajoutée. Et on va également parler d'inclusion sociale, si on a investi dans des machines qui permettent de recruter des personnes à mobilité réduite. On va également parler d'impacts environnementaux. Alors, on en a déjà un peu parlé avec les résultats chiffrés, mais là, ça peut être des impacts indirects, mais qui vont également être quantifiés et être mesurés en indicateurs quantitatifs, comme les tonnes de CO2 évitées, la consommation d'énergie, d'eau et la diminution de déchets. On les mettra également en avant s'il y a une démarche d'éco-conception et de durabilité qui est intégrée dans le projet. Tout ça, ce sont vraiment des points forts à mettre en avant dans un projet. En effet, aujourd'hui, un projet innovant va créer de la valeur multiple. Et c'est ce qu'il faut mettre en avant dans un dossier de financement. Maintenant qu'on a parlé de structuration et d'impact positif, on va parler de financement public. Ici, on va vous donner les clés pour optimiser et maximiser les chances d'obtenir un financement. Il faut donc communiquer de manière claire et structurée pour renforcer la crédibilité, montrer la valeur ajoutée du projet, impliquer les parties prenantes dès le début en interne, mais également en externe. Ça peut être partenaires, clients, acteurs territoriaux, financeurs publics. C'est cette approche collective qui va donner vraiment de la force au projet. Il faut identifier les dispositifs de financement les plus pertinents, c'est-à-dire ceux qui correspondent à la nature de votre projet, au niveau de maturité, mais également à l'ambition du projet. Et il faut enfin adapter le discours. Chaque financeur a des critères spécifiques. Et donc, comprendre ces critères, c'est ce qui va faire la différence. A contrario, à ne pas faire, c'est présenter un projet pas assez mature ou non aligné avec les critères des financeurs. Ne pas chiffrer les impacts du projet, ne pas impliquer certaines parties prenantes clés, lancer le projet avant d'avoir déposé la demande de soutien public. En effet, le projet sera jugé irrecevable.
ou alors déposer la demande de soutien public dans un mauvais timing. Nous, dans notre accompagnement, on va vraiment se focaliser sur tous ces aspects. Merci Anne-Laure. Du coup, dans la première partie de cette présentation, on s'est vraiment focus sur la méthodologie et la construction d'un projet qui pourrait faire l'objet d'un financement public ou d'un soutien public. Évidemment, il y a des caractéristiques particulières ou des spécificités selon la typologie de projet. On n'adressera pas de la même manière un projet d'innovation, donc de R&D, un projet de compétitivité ou un projet de décarbonation. Et ça, ce sont des spécificités qu'on pourra aborder avec vous de manière individuelle plus tard. Alors, dans la deuxième partie, on va regarder comment identifier les bons dispositifs de financement public. Et on va s'arrêter quelques minutes sur les grands dispositifs nationaux et régionaux, quelles sont les grandes stratégies et les grandes priorités de la France pour l'année 25-26 et comment construire une stratégie de financement alignée. Alors, la première grande thématique et l'une, voire la priorité de la France ces derniers temps, c'est bel et bien la transition environnementale industrielle et la décarbonation des industries françaises, qui est même une priorité de l'Europe. Donc, du coup, en 2025-2026, les aides publiques à l'environnement vont se concentrer et se concentrent déjà sur la décarbonation industrielle de la France et sur l'économie circulaire, avec des dispositifs stratégiques pour accélérer la transformation écologique du paysage industriel français. Il y a 3 grandes priorités de financement, donc, comme on l'a évoqué. La première, c'est la décarbonation de l'industrie française, avec le plus grand organisme de financement connu à cet effet, qui est l'ADEME, avec des soutiens ciblés pour les acteurs les plus polluants afin d'atteindre l'objectif neutralité carbone 2050. Donc, l'ADEME, quels sont les plus grands appels à projets et les fonds qui y sont déclinés? D'abord, c'est l'appel à projet Décarb Inde pour les grands projets de décarbonation. Aujourd'hui, il est fermé, la relève est déjà passée et il y a une seconde relève qui serait prévue en 2026, mais on n'a pas encore les informations nécessaires. Le second, qui est en fait le petit frère du Décarb Inde, c'est l'appel à projet Décarb Flash, qui, lui, est ouvert jusqu'en 2027 pour des projets un peu plus petits, donc compris entre 100 000 € de dépenses et 3 millions d'euros de dépenses. Et enfin, il y a le fonds chaleur qui est ouvert de manière permanente, comme on l'a un petit peu évoqué auparavant, qui lui va venir financer des projets de récupération de chaleur fatale, de géothermie, etc. La deuxième priorité de financement sur l'aspect décarbonation, c'est l'accélération de la transition environnementale des industries, notamment au travers du soutien des projets de développement de technologies vertes et l'optimisation des ressources. Donc, qui sont les acteurs qui vont proposer des financements? Ça va être globalement les agences de l'eau, comme on l'a évoqué auparavant. À noter quand même que les agences de l'eau ont été dotées pour leur 12e programme 2025-2030 de 2,5 milliards d'euros alloués, ce qui en fait l'acteur public dont les fonds ont été relevés. Parce que les autres acteurs publics ces dernières années ont vu leurs fonds, leur budget un petit peu réduit. Et les agences de l'eau, ça a été l'acteur qui a vu son budget augmenter. Ça transcrit en fait la vraie volonté de réduire et d'optimiser les consommations en eau des industries. Et enfin, France Nation Verte au travers de l'ADEME, toujours, avec l'appel à projet qui ouvre tous les ans, qui est nommé Territoire d'industrie en transition écologique. Aujourd'hui, il est fermé, mais il va très probablement rouvrir l'année prochaine. Enfin, troisième priorité de financement sur la transition écologique, c'est évidemment l'économie circulaire, avec le soutien aux projets de recyclage, gestion des déchets, éco-conception, on en a déjà parlé. Les grands organismes financeurs sont, encore une fois, l'ADEME et Citeo. L'ADEME au travers de son fonds économie circulaire, également sur Citeo. Et si on doit citer un grand appel à projet sur cette thématique, c'est l'appel à projet Ormat,
Objectif matières premières recyclées, qui est aujourd'hui fermé, mais qui, pareil, a vocation à ouvrir en 2026. Information à retenir qui démontre le caractère prioritaire de cette thématique, c'est qu'en 2025, il y a eu 1,55 milliard d'euros à allouer pour les grands projets de décarbonation en France. L'innovation est également un secteur stratégique, parce que c'est un levier stratégique pour la croissance de la France. Il y a plusieurs thématiques qui vont être priorisées en 2025-2026. Ça va être l'intelligence artificielle et la cybersécurité, les nouvelles technologies durables, la transition énergétique, on en a déjà parlé, la mobilité du futur, la santé, la logistique, l'agroalimentaire et tout ce qui va être industrie culturelle et créative. Les principaux opérateurs en France vont être la BPI, l'ADEME et les régions. Et les fonds qui seront mobilisés, les principaux, seront la France 2030, on en a déjà parlé, l'Europe régionalisée, les fonds européens, et les fonds Horizon Europe. Il y a deux typologies de projets. Il est possible de déposer un projet en monopartenaire, c'est-à-dire l'industriel seul pour un projet de développement interne, mais également les projets collaboratifs qui va associer plusieurs entreprises, mais également des laboratoires et des établissements publics. Ces projets collaboratifs sont à privilégier, notamment pour les grandes entreprises, car elles renforcent la dimension collective et elles sont favorisées par les dispositifs de financement. Il y a également des taux d'intervention plus intéressants. Un autre secteur clé est le secteur agroalimentaire. Donc, les principales priorités vont être la souveraineté alimentaire, tout ce qui va permettre de garantir l'autonomie en approvisionnement des matières premières, etc. La relocalisation de la production en modernisant les outils de production et tout ce qui va être transition agroécologique en permettant de promouvoir des pratiques agricoles durables et biologiques. Là encore, les principaux acteurs vont être Bpifrance, France Agrimaire, les fonds européens agroalimentaires, qu'on appelle FEADER, et les fonds Avenir Bio pour tous les projets de transition vers l'agriculture biologique. Et enfin, si on fait un petit focus sur les secteurs industriels de manière plus générale, voilà, il y a des tendances, comme on le disait, au niveau des financements régionaux. Selon chaque région et selon les priorités de chaque président de région, tous les types de projets ne peuvent pas être financés de la même manière. Donc, au niveau des projets structurants de compétitivité, relocalisation et créateurs d'emplois, on vous a fait une petite carte. Donc, vous pourrez la regarder plus en détail ultérieurement. Mais grosso modo, il y a certaines régions, notamment les Hauts-de-France, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui globalement sont pro-industrie et permettent aux PME, ETI et grandes entreprises de tous secteurs de trouver des financements publics pour leurs projets. D'autres régions, celles qui sont en orange, sont plutôt axées financement des secteurs stratégiques. Donc, secteur stratégique, voilà, ça va être le bois, la santé, l'innovation, la décarbonation industrielle. Et enfin, les régions floquées en vert, donc l'Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine, vont être plutôt ouvertes au financement de projets industriels de tout secteur pour les PME. Et en revanche, pour les grandes entreprises et les ETI, on va être sur uniquement les secteurs stratégiques. Quelle sera la priorité en 2026 ? Globalement, ça va être l'implantation de nouvelles usines, puisque, on le répète, mais la priorité de la France, c'est d'accélérer la réindustrialisation du territoire et de renforcer la souveraineté économique, notamment avec toutes les crises qu'on a connues ces dernières années. Et donc, pour ce faire, en 2025 a été publié le plan industrie de la Banque publique d'investissement qui ambitionne la création de 100 nouvelles usines par an sur la période 2025-2029.
Donc voilà, globalement, ça va être la tendance des financements régionaux sur 25-26 et sur l'ouverture de nouvelles usines. On va passer maintenant à un autre volet, donc tout ce qui est mise en œuvre et pilotage du projet. Donc, maximiser les retombées industrielles et mesurer les impacts du projet. Parce que accélérer un projet innovant, ce n'est pas juste le lancer et obtenir le financement. Il y a toute une étape à faire ensuite pour le faire avancer de manière structurée et à atteindre les objectifs que nous avons fixés. Donc, après tout ce qui est mise en œuvre et industrialisation, il va falloir le piloter, ce projet, et c'est-à-dire suivre les indicateurs importants qu'on a identifiés au début du projet lors de la phase de cadrage. Le pilotage va permettre de voir si le projet avance comme prévu, de mesurer les écarts et de faire des ajustements si besoin pour arriver à atteindre nos résultats et à maximiser la valeur créée. Cette valeur, cet impact, il va falloir ensuite le documenter et le quantifier pour justifier que le projet est une réussite et pour débloquer les financements au bon moment. Voilà, donc maintenant qu'on a bien étayé la méthodologie de cadrage du projet et de suivi de pilotage pour les retombées économiques, on va rapidement entrer dans le détail de notre accompagnement. Voilà, quelle est notre méthodologie de travail, comment on accompagne nos clients, et on vous démontrera 4 exemples, c'est de mémoire, c'est 4 exemples de projets qu'on a accompagnés et qui ont abouti à des financements publics. Alors, au niveau de la méthodologie EPSA, sur le financement de projet, voilà, elle se fait en 5 étapes qui est répétée à chaque projet. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail, une fois qu'on lance la collaboration, la première étape, c'est qu'on fait la phase d'audit. Donc, l'audit, c'est l'audit de votre structure, l'audit de vos projets. On fait le tour de tous vos projets, investissement, R&D, décarbonation. Voilà, grosso modo, c'est 1 heure, 1 heure et demie d'audit. Ensuite, à J+15, on vous transmet un rapport d'audit où ici, on vous présente un livrable des projets que vous nous avez présentés corrélés à une stratégie de financement public avec, comme Anne-Laure le disait, l'importance de candidater au bon moment sur les bons dispositifs avec un projet cadré, des objectifs clairs, voilà, un projet mature. À la suite de ça, on passe à la phase de montage de dossiers, d'un ou de plusieurs dossiers selon la stratégie. Et enfin, là, notre accompagnement ne s'arrête pas là puisqu'on vous suit sur toute la phase d'instruction. Donc, on répond à toutes les demandes complémentaires des instructeurs et des financeurs et on vous accompagne jusqu'au déblocage des derniers euros de subventions obtenues. Et ensuite, on répète ce processus à chaque nouveau projet sur le temps du contrat signé de notre collaboration. Je crois que ça… Ah si, c'est bon. Ensuite, au niveau d'exemples concrets pour que vous ayez un peu plus d'images, puisqu'on était on était quand même assez dans la théorie jusque-là. Donc, on va vous montrer 4 projets, 4 exemples de projets qu'on a accompagnés. Le premier, c'est la société Lozonante, donc qui est située en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une petite entreprise voilà, qui avait un projet nommé Smart Bone Conduction Transducer. Donc ça, c'était un projet d'innovation où l'objectif était de développer une technologie sonore par conduction osseuse. Donc voilà, il y a une petite photo. Globalement, quand on pose les coudes sur la technologie, on entend au travers de la conduction osseuse. Et c'était sur le secteur de la culture immersive pour lequel on est allé chercher un soutien public de la BPI France. Deuxième projet, c'est pour la société FIF Cryo, qui, elle, à l'inverse, est une grande entreprise. On est allé chercher des financements de l'ADEME pour le projet iCryo 2, qui, lui, était un projet d'innovation, donc un projet de R&D en collaboratif. Donc en collaboratif, c'est-à-dire en consortium de plusieurs entreprises. Et le projet était globalement de développer des équipements pour la liquéfaction
le stockage, le transport et la distribution de l'hydrogène. Ensuite, on a deux autres exemples, donc plutôt des exemples plutôt industriels. Donc, la société GoGri, qui est une moyenne entreprise et qui avait un projet CAPEX dans le secteur agroalimentaire et qui concernait l'acquisition d'une nouvelle ligne de fabrication de Brillat-Savarin. Pour ce projet, on a obtenu un financement via les fonds européens agroalimentaires, FEADER, et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ensuite, un autre projet, JFE Concept, qui est également une moyenne entreprise avec un projet CAPEX de nouveau, qui concernait un projet de modernisation des capacités de production de fenêtres. On a pu obtenir également un financement pour ce projet, ici de la région Île-de-France. Donc voilà, l'idée c'était de vous montrer quelques projets qui ont pu être financés sur plusieurs tailles d'entreprises, sur des secteurs d'activité différents et qui surtout ont été financés par des financeurs divers. Donc voilà, je pense qu'on a été clair dans notre explication. N'hésitez pas si vous avez des questions, il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour le temps de questions-réponses. Donc, on va essayer de répondre aux questions qui sont les plus générales et tout ce qui va être questions un peu plus individualisées, j'en vois dans le chat. Dans ce cas-là, on vous invitera plutôt à venir nous solliciter sur le site internet. Il y a un lien exprès pour solliciter, pour présenter votre projet. Là, voilà, on va essayer avec Anne-Laure de répondre aux questions les plus généralistes et voilà. Alors, une première question assez générale, je te la pose Anne-Laure, comme ça tu pourras répondre. Quels critères font la différence dans l'obtention du financement? On en a déjà un petit peu parlé, ça va vraiment être avoir un projet le plus cohérent possible avec des ambitions fortes, mais également réalistes. Il faut que le projet montre qu'il est faisable pour rassurer les financeurs et pour vraiment rassurer les financeurs. Il faut également qu'ils répondent à des enjeux collectifs parce que ces projets-là vont être un peu plus soutenus par la France. Je ne sais pas si tu vois d'autres choses à mettre en avant. Non, c'est ça, c'est assez clair. Je vois une deuxième question donc, qui est, elle est un petit peu plus spécifique, mais elle peut parler, je pense, à pas mal. Et en fait, j'aimerais faire le lien avec d'autres projets. Donc, j'ai un projet de récupération de chaleur fatale. À quel moment je dois vous solliciter? Donc, tout est question, pareil, de timing, comme on l'a expliqué dans le webinaire. Alors, en fait, quand est-ce qu'il faut nous solliciter? Il faut nous solliciter quand même assez en amont, mais il faut que le projet soit relativement mature. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il faut qu'on puisse, pour solliciter un financeur, nous, de notre côté, qu'on ait des éléments tangibles. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez budgétisé le projet. Il faut que vous ayez des indicateurs. Donc, quel est l'objectif de récupération de chaleur? Voilà. Quel est l'objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur votre site? Et voilà, l'idée, c'est de répondre encore une fois à pourquoi je le fais? C'est pour décarboner mon site. Comment je le fais? J'achète et j'installe un équipement de récupération de chaleur fatale pour réinjecter la chaleur dans le process de production. Et quoi? Donc, l'idée, c'est de réduire de 10% mes émissions de gaz à effet de serre de mon site. Donc voilà, globalement, il faut s'y prendre quand même bien en amont, mais il faut que le projet soit quand même assez mature. Ensuite, autre question pareille, assez générale. Une fois qu'un financement a été obtenu, comment vous, EPSA, vous assurez du bon suivi du projet? Grosso modo, quelles sont les étapes que nous suivons? Alors, ça va dépendre d'un projet CAPEX ou d'un projet innovation. Pour un projet CAPEX, on va suivre les investissements, s'ils sont faits, à quel moment,
pour arriver à débloquer les fonds, car en effet, il faut que les investissements soient passés pour qu'on puisse débloquer les financements. Et nous, on suit ça durant la durée du projet. Et si c'est un ensemble d'investissements, on va pouvoir demander des acomptes sur une partie déjà des investissements qui sont passés. Pour les projets innovation, on va suivre l'avancée du projet. Dans un dossier d'innovation, on va présenter des résultats intermédiaires et c'est ces résultats intermédiaires qu'on doit présenter et suivre pour s'assurer que le projet se déroule comme prévu et qu'on arrive bien à la fin aux objectifs visés. Et tout le long du projet, même si le projet dure 3 ans, on va faire des points de suivi chaque année, par exemple, pour vraiment voir où vous en êtes et arriver à ajuster si on voit que le projet a pris un peu de retard. Merci Anne-Laure. Je vois qu'il y a pas mal de questions très, très spécifiques aux industries. Donc, pareil pour ça, je vous invite à plutôt poser les questions directement sur notre site. En revanche, je vois une autre question plutôt sur les projets d'innovation. Donc, je pense qu'Anne-Laure, tu pourras y répondre. Alors, quelles sont les dépenses de R&D dans un projet d'innovation qui peuvent être financées par les pouvoirs publics? Alors, les dépenses de R&D, ça va concerner tout ce qui est dépenses de personnel. Donc là, on va prendre le salaire chargé brut. Il y a des frais de forfait, il y a des frais généraux qui vont s'appliquer. Souvent, c'est à hauteur de 20% qui s'applique, 20% des dépenses de personnel. Tout ce qui va être amortissement, si par exemple, vous avez investi dans une machine pour faire votre test, on peut prendre l'annuité d'amortissement. Les frais de sous-traitance peuvent être aussi inclus. Et tout ce qui va être achat de consommables. Voilà, on va dire, les principales dépenses. Ok, super. Je regarde parce que les autres questions sont vraiment trop spécifiques. Ok, bon, je pense qu'au niveau des questions assez générales, on a répondu à ce qu'on pouvait. Je vois qu'il y en a quand même pas mal. Donc, je répète, pour toutes les questions assez spécifiques, je vous invite à poser la question dans le chat de notre site internet. Voilà, est-ce que tu avais un autre mot de la fin pour clôturer ce webinaire? Merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et n'hésitez pas, en effet, si vous avez des questions, à nous recontacter directement. Oui, voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, si vous voulez du détail sur nos accompagnements, la tarification, voilà, quelle typologie de projet on peut accompagner, est-ce que votre industrie ou votre secteur d'activité peut bénéficier d'aide. Voilà, on peut répondre à toutes vos questions et on fera des points spécifiques pour chacun. On vous remercie à tous de votre écoute et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.